Mesdames, Messieurs, bienvenue à une nouvelle émission de Sous un autre angle. Aujourd'hui, nous recevons une personne qui est encore très active dans notre région. Il s'agit de M. Yvon Meilleur. Alors, M. Meilleur, je vous laisse vous présenter. Bon, merci, M. Hamel. Alors, moi, je vous dirais qu'actuellement, je suis retraité de l'éducation depuis les années 2000. Avant ça, j'ai été prof d'éducation physique, conseiller pédagogique, directeur du personnel, directeur général et directeur d'école à l'école L'Étincelle. Et à travers toutes ces activités-là, j'ai toujours été impliqué dans toutes sortes d'activités sportives, compte tenu que je suis un éducateur physique. J'ai toujours eu à cœur de l'activité physique. J'en fais encore moi-même, j'en fais tant que je peux pour me garder en santé. Puis c'est pour moi plus qu'un loisir, c'est un élément de santé. Et puis, dans mes temps libres, actuellement, je suis encore dans des organisations qui prônent l'activité physique. Là, on parle d'activité physique, mais ça a été votre carrière. Vous avez fait vos études. Oui, absolument. Moi, d'abord, quand j'étais jeune, mon père, il faisait une patinoire dans la cour chez nous. On était les seuls qui avaient une patinoire dans tout l'environnement, puis tous les voisins venaient. On jouait au hockey en botte, et après ça, et c'était assez grand pour jouer en patin. On a commencé là, puis après ça, même l'été, mon père, c'était les OTJ, c'était l'Église catholique qui s'occupait des sports. Et je me souviens, le vicaire arrivait à la maison avec une douzaine de bâtons de baseball, avec une boîte de balles, puis il disait « Monsieur Meilleur, vous allez être l'entraîneur de l'équipe de Saint-Alphonse. » Moi, j'étais petit, mon frère le plus vieux était lanceur. Moi, j'étais mascotte. Puis finalement, je jouais au baseball. J'ai commencé à jouer au baseball avec les équipes de la paroisse, puis au hockey l'hiver, puis au baseball l'été. J'ai toujours continué après ça à jouer tout le temps dans une activité sportive. J'en ai fait plusieurs qui étaient à notre niveau dans ce temps-là. Et jusqu'à m'en aller, après ça, pour moi, c'était presque naturel de dire je vais m'en aller en éducation physique parce que j'aime ça, j'avais certaines habilités, puis je ne l'ai jamais regretté. Puis vous avez fait un cours comme instructeur? Bien, j'ai fait un cours, j'ai fait un bac en éducation physique à l'Université d'Ottawa. Alors, quand j'étais au Collège classique, on prenait des rubans. Il y a des rubans blancs pour être prêtre, puis des rubans de toutes sortes de couleurs, médecins, avocats, ingénieurs, puis nous, on a pris le ruban pour aller en éducation physique. On était deux de Thetford qui est allé étudier à Ottawa pendant 2 ans pour revenir à Thetford avec un bac en éducation physique. OK. Le bac se donnait uniquement à Ottawa, probablement? Non, mais il se donnait à l'Université de Montréal, il se donnait à l'Université de Laval, mais les recherches qu'on avait faites, c'était Ottawa qui donnait le meilleur programme. Puis finalement, après vérification, j'ai appliqué à Montréal et à Ottawa. J'étais accepté aux 2 endroits, puis finalement, j'ai choisi l'Université d'Ottawa. Et puis après l'obtention du bac, là, tu as appliqué pour venir travailler à Thetford? Oui, dans ce temps-là, il n'y avait pas de pénurie. C'est-à-dire qu'il y avait de la pénurie d'emploi dans le sens que tu ne passais pas de comité de sélection. Même à partir du mois d'avril, on finissait en mai, et le directeur du personnel de la commission scolaire courait après les éducateurs physiques, puisqu'il n'y en avait presque pas. Alors, on rentrait par la grande porte, là, dépêche-toi, viens-t'en chez nous, parce qu'on avait des offres de toute la province de Québec quand on a terminé notre cours. Ah, c'est bon. On aurait pu aller partout. Et toutes les finissants de ma promotion, là, les emplois, tu choisissais. Et moi, j'ai toujours eu l'intention de revenir dans ma région. J'ai commencé à l'école secondaire des garçons dans le temps, pendant 5 ans. Et après ça, j'ai été conseiller pédagogique en éducation physique au primaire. Après ça, j'ai été dans le personnel. Après ça, j'ai été directeur général. Et puis, finalement, j'ai été aussi directeur d'école à l'école L'Étincelle pour terminer ma carrière en 2000. À l'époque où vous étiez directeur général de la commission scolaire de l'amiante à l'époque. Exactement. Vous avez mis de l'avant les sports et les loisirs. Oui, je vous dirais que c'est plutôt au primaire. Au primaire, on était les premiers dans la province de Québec où on a implanté les activités de concentration sportive. Comme l'éducation physique avait une période à la semaine ou 2 périodes par semaine, on les a regroupés. Et les élèves de première année ils allaient patiner pendant 5-6 fois à l'aréna. En 2e et 3e année, ils allaient en natation à la piscine. Après ça, ils allaient en 4e année en ski de fond. Puis en 5e, 6e année, en ski alpin.
Et ça fonctionne encore aujourd'hui, où on appelait ça les activités de concentration. On regroupait des périodes d'éducation physique pour sortir les élèves du gymnase et leur proposer des activités qu'on avait dans la région. Et c'était très populaire, très apprécié, puis ça fonctionne encore. Et probablement, vous étiez innovateur là-dedans? On était innovateur, effectivement, parce que j'entendais dernièrement à la télévision que dans les écoles, on prônait ces activités-là. J'ai dit, nous autres, on fait ça depuis les années 70, 80, ces activités-là dans notre région. Et ça fonctionne. Les élèves adorent ça, puis les parents aussi. Puis en dehors de la période de travail, durant l'été, vous faisiez du bénévolat? Ah, absolument. Durant l'été, j'étais toujours, comme au secondaire, quand j'ai commencé, dans notre tâche de travail, on enseignait. Puis on s'occupait des équipes interscolaires. Mais on n'était pas payés. C'était du bénévolat. Alors, le soir, le samedi, le dimanche, moi, je retournais au gymnase avec l'équipe de volleyball, l'équipe de basketball, au hockey. Et j'étais l'instructeur automatique de toutes les équipes de mon école secondaire. Puis je faisais ça les fins de semaine, puis je faisais ça même le samedi. Puis je rencontre encore des élèves aujourd'hui. T'en rappelles-tu? Tu nous emmenais dans ton petit Cortina, puis on allait pratiquer, puis on allait jouer à Disraeli, puis on allait jouer chez les anglophones au Johnson High School. Alors, je continuais, puis, tout le temps à faire des activités sportives presque à l'année. Puis l'été, j'ai été impliqué dans le Festival des caisses pop. Oui, c'est vrai, c'était populaire. C'était très populaire. Et puis encore là, moi, on a fait le jeudi soir des activités sportives à la population. Je me souviens, entre autres, les populaires, on appelait ça. On inventait des activités sportives en équipe. Et des équipes de 10 personnes, ils faisaient une compétition de toutes sortes d'activités qu'on inventait, comme transporter un ballon sur une planche de contreplaqué de 4 pieds. Il faut garder l'équilibre, transporter de l'eau, toutes sortes d'activités de cet ordre-là. Et puis, on est arrivé jusqu'à 100 équipes, 1000 personnes qui jouaient en même temps avant le tournoi des caisses pop, le jeudi soir. Le tournoi commençait le vendredi. On a fait un marche-au-thon. On a fait des activités de bicycle. En tout cas, j'ai toujours prôné qu'on intègre l'activité physique partout où je passais, là. Puis encore aujourd'hui? Ah, encore aujourd'hui. Là, je mets beaucoup de temps avec Maurice Grégoire au niveau de la raquette au club de golf de Thetford. Il y a 2-3 ans, mon épouse, on faisait du ski alpin tous les deux. J'en fais encore moi-même, mais elle a été opérée dans les genoux et elle avait peur de se reblesser en ski alpin. Elle a dit, je vais faire de la raquette, puis c'est juste en face de chez nous. Je traverse la rue, puis on tombe sur le terrain de golf. Puis elle revient à la maison, elle dit, je trouve pas épice, je sais pas comment ça va, tout ça. Puis la personne qui s'en occupait avait décidé d'arrêter. Alors moi, je dis, moi, aller voir avec toi. Puis le lendemain, je m'en vais sur le terrain de golf, je cherche les pistes, puis je rencontre par hasard Maurice Grégoire qui faisait la même chose que moi. Il cherchait des pistes. Fait qu'on s'est parlé, on se connaissait. Puis on a dit, bon, bien, on va essayer de repartir ça, tu sais. Puis graduellement, depuis 3 ans, bien, on a parti, puis on met du temps, puis on améliore, puis on s'informe, puis on est encore très actif à ce niveau-là. Puis au club de golf, je suis administrateur du club, alors pour le golf, et on met du temps là, pour effectivement améliorer notre terrain, améliorer nos bâtiments puis nos services. Ces pistes de raquettes-là ne sont pas les mêmes que les pistes de ski de fond? Absolument pas, absolument pas. Le ski de fond fonctionne. On est en bonne collaboration avec le ski de fond. Et même quand on est arrivé, Maurice et moi, on s'est entendu avec le ski de fond pour dire qu'on ne marchera pas dans les pistes de ski de fond, mais on va les croiser à 90 %. Fait qu'on les a toujours contournés. Et là où on doit traverser la piste, c'est à 90 degrés partout. Alors, et là-dessus, je dirais que c'est une norme. Là où il y a du ski de fond raquette, les gens se respectent. Et le ski de fond, ils ont leur piste, puis nous autres, on a nos pistes. Et quand on se croise, on coupe à 90 degrés. En termes de participation, c'est équivalent? Ah, ils ont beaucoup de membres au ski de fond. Je pense qu'ils ont 800-900 membres. Et c'est payant. Nous, c'est gratuit. Okay. Et cette année, justement, pour savoir combien il y a de monde, puis compte tenu que c'est gratuit et qu'il y a 4-5 entrées possibles, on ne rentre pas juste par le terrain de golf. Les gens de la paroisse Saint-Noël, sur la rue Beauchamp, il y a une entrée.
au coin de Mounay et Saint-Alphonse, où la cache, où le domaine, l'hôtel du domaine, il y a une entrée. Il y a 2 entrées, 2, 3 entrées sur le terrain de golf. En tout cas, on a 5, 6 entrées possibles. Et il y a des gens qui circulent un petit peu partout sur le parcours. Alors, on a des bénévoles qui ont une feuille, puis ils demandent tout simplement le nom de la personne pour voir combien il y a de gens qui participent à ça. Compte tenu que c'est gratuit, c'est accessible, bien, il y a beaucoup de monde. Alors, on pense qu'il doit y en avoir au-dessus de 500 certains. C'est ça, les gens partent de chez eux, vont faire une petite tournée. Absolument. Ils n'ont pas besoin de se rendre au club comme Absolument. tel. Absolument, exactement. Il y a des gens qui traversent la rue avec leur raquette, ils viennent à pied, ils se font un petit passage, puis ils rejoignent nos pistes. Puis, c'est bon. Puis aussi, d'autres, on a une personne qui, ça fait 20 ans qu'il est dans l'ornithologie, puis il a installé, pas des nichoirs, mais des mangeoires. Des mangeoires. Et on appelle ça la piste des oiseaux. Et il y en a beaucoup, des mésanges, puis il les nourrit même dans ses mains. Et on a rencontré des parents qui amènent leurs enfants qui font la même chose. Ils réussissent à faire manger les oiseaux dans leurs mains. Et ces enfants-là, ils ne disent pas à leurs parents « je vais en raquette, je vais faire manger les oiseaux ». Alors, c'est des attractions très populaires puis qui attirent les gens qui, tout en faisant de la raquette, vont arrêter au mangeoire puis pour observer les oiseaux. Et puis, depuis 2 ans, on voulait mettre des bancs. Mais mettre des bancs l'hiver, quand la neige monte, hein, ça fait ce que vous dites, c'est qu'à un moment donné, tu es assis à terre. Mais on a une personne avec nous, Jacques Roberge, qui est à Saint-Jean-de-Brébeuf, il faut qu'il est passionné du bois. OK. Et on lui a dit, Jacques, il faudrait que tu t'inventes un banc qui se lève quand il y a de la neige, qu'on puisse surélever le banc. Et ils ont trouvé une façon de le faire. Fait qu'ils nous en ont produit quelques-uns qu'on a placés aux oiseaux et c'est fantastique. Les gens peuvent s'asseoir et puis même les gens s'assoyaient sur le banc, mais il neige hein, des fois. On a dit, Jacques, il faudrait que tu fasses un couvert. Fait qu'il a fait un couvert avec une poignée et puis c'est toujours abaissé. Quand les gens arrivent, ils lèvent le couvert, ça veut dire que le siège est tout à fait sec. Ils peuvent s'asseoir et quand ils repartent, ils baissent le couvert. Et c'est fantastique. Là, les pistes de raquettes ont gagné en popularité. Alors, ça a amené un organisme à vous faire une demande spéciale. Ah oui, on a été surpris de ça. C'est effectivement l'association de la région Chaudière-Appalaches qui s'occupe des personnes à mobilité réduite. Il y a une compagnie de Portneuf qui a inventé un siège qui peut circuler dans des sentiers d'été et aussi des sentiers de raquettes. Ils disent des raquettes, mais avec un fond très dur, puis une largeur de 30 pouces. Fait qu'ils nous ont demandé de faire un projet pilote. On a accepté avec plaisir parce que le terrain de golf, il s'y prête à ça. La pente n'est pas trop raide, ni pour monter, ni pour descendre. Et là, on vient de recevoir justement ce fauteuil spécial. Et puis, on a 2 personnes à mobilité réduite qui vont nous accompagner pour qu'on puisse construire ce sentier-là dédié à ces personnes-là. Et, faire des essais aussi? Faire des essais, oui, absolument. Aussi essais-erreurs, parce que dans notre tête, on a un plan, mais le plan, il va être modifié selon ce que les personnes vont nous dire. Ça, c'est trop à pic, ça tourne trop, ou ça descend trop. Alors, on va ajuster le sentier tant aussi longtemps qu'une personne ne sera pas suffisamment à l'aise pour circuler convenablement, en toute sécurité, dans le sentier, sans avoir quelqu'un en arrière de lui qui soit capable de faire le tour de notre boucle. Ça, on fait ça en boucle. Et qu'il soit satisfait, puis que ça soit intéressant pour la personne de circuler dans le bois, l'hiver, comme les gens qui marchent. Mais ça ne sera pas le même sentier que le sentier de raquette? Non, c'est un sentier qu'on va adapter parce que il faut, là, on est en train de... Il y a sur le marché des machines, pas des skidoo, là, pas des motoneiges, mais qui tapent la piste, pour la rendre aussi dure que la table ici. Une espèce de surfaceuse? Une espèce de surfaceuse, oui. Ça s'appelle des snow dogs. On a trouvé ça sur Internet et on est en train de regarder pour s'en procurer un, pour s'assurer que cette piste qui est dédiée à ces personnes-là soit vraiment adéquate et réponde aux besoins de ces gens-là. Mais ça, on parle de coûts à ce moment-là. Est-ce qu'il y a des commanditaires qui défraient? On a des commanditaires et je vous dirais que les associations pour les personnes à mobilité réduite, ils sont très, très, très ouverts
à ouvrir ce marché-là. C'est tout à fait récent, ça. C'est quelqu'un qui est en fauteuil roulant qui a inventé ça, cette chaise-là. Et il y en a même pour le ski de fond, il y en a pour on dit la raquette, là, pour circuler dans un sentier, entre guillemets, là, qui est de raquette, mais ça n'empêcherait pas les gens de partager une partie du sentier avec ces personnes-là, parce qu'il y a quand même moins d'utilisateurs. Et puis, on a beaucoup de sentiers. Et je pense qu'on va trouver une solution là, à l'exercice, puis avec les personnes qui ont accepté de collaborer avec nous autres sur ce sujet-là. Là, dans votre cas, à vous, M. Meilleur, vous avez consacré, quand on vous écoute, à peu près toute votre vie au sport et à l'éducation physique. Ça vous a conduit à recevoir une médaille. Oui, une médaille trophée. Est-ce que ça vous a surpris? Bien, ça m'a surpris parce que d'abord, je n'ai jamais fait ça pour avoir des médailles. Moi, je me dis, comment se fait ça que je fais tant de bénévolat que ça? C'est intéressant pour les autres, mais des fois, j'ai négligé ma famille un peu pour faire ça parce que toutes les choses que j'embarque avec une personne, je suis une personne de résultats. Alors, pour atteindre les résultats, bien, je mets beaucoup de temps. Et des fois, ma famille en souffre un peu. Alors, je suis obligé de me modérer puis trouver un équilibre entre ce que je fais pour les autres puis ma famille. Et puis, c'est des amis qui ont dit... Moi, je ne savais pas que ça existait, le prix de l'or Morin. Oui, c'était la 30e édition. C'était la 30e édition, puis moi, je l'ai appris cette année que ça existait. C'est Henri Terrien qui était mon parrain, puis Maurice Boulette qui a préparé le dossier. Je trouvais que c'était tellement compliqué que j'avais dit abandonner ça, ça n'a pas de bon sens, là, les critères, puis les ci, puis les ça. Je trouvais ça compliqué d'appliquer. Puis Maurice a dit, je suis habitué, puis je vais le faire. Mais en tout cas, j'ai dit, moi j'arrêterais parce qu'ils m'ont demandé des choses, puis je me disais, j'abandonne. Puis finalement, ils n'ont pas abandonné. Et puis le Québec donne ce prix de l'or Morin-là dans toutes les régions du Québec. Il y a 18 régions. Il y en a un par région. Moi, j'étais à Chaudière-Appalaches. Et puis, finalement, bien, ils m'ont nommé à ce prix-là. Ça a eu lieu à Québec? Ça a eu lieu à Québec, au manège militaire. Et c'était vraiment impressionnant parce que c'était très, très, très bien organisé. Et c'est la ministre, Mme Champagne, qui donnait le trophée. Mme Charest? Pas Charest, excusez-moi, pas Champagne. Isabelle Charest. Isabelle Charest, la ministre du loisir, des sports, qui elle-même donnait le trophée. Puis on avait un souper, puis c'était très, très bien organisé. Puis il y avait d'autres dignitaires. Il y avait, entre autres, le ministre de l'Éducation. Oui, absolument. Et sûrement que vous devez avoir jasé un peu. Finalement, Mme Lecourt aussi. Mme Lecourt aussi, comme députée. Oui. Finalement, au souper, on a soupé avec Mme Lecourt, puis notre groupe de Thetford qui était à une table pour cette soirée-là. Ça a été très, très bien. J'ai été impressionné de l'organisation. Puis là, vous avez eu un trophée puis une épinglette. Une épinglette puis un trophée, c'est ça, exactement. Puis là, le trophée, il est à maison. Vous. Il est à maison. Mais l'épinglette, quand on vous rencontre dans un sentier de raquette... Bien, je ne l'ai pas sur le sentier de raquette. J'ai un bandeau de bénévoles, là, mais elle est à ta maison. Et puis, dans des circonstances, bien, je l'apporterai dans des circonstances qui le demandent. Ça soulignait le développement et l'organisation que vous avez fait toute votre vie. Oui, c'était dédié aux personnes qui ont consacré beaucoup de temps au bénévolat sportif. Vous avez été aussi, à travers tout ça, un conseiller municipal pour la ville de Thetford? Oui, absolument. J'étais conseiller municipal dans les années 70, juste avant les Jeux du Québec. Et effectivement, c'est lorsque j'étais conseiller municipal qu'on a obtenu la piscine semi-olympique. Polyvalente. Parce qu'on a eu les Jeux du Québec. C'était dans le temps... Lorsqu'on organisait les Jeux du Québec, finale provinciale, le gouvernement payait pour une infrastructure majeure. C'était dans le programme des Jeux du Québec. Alors nous, quand on a su qu'on pouvait avoir la piscine, on était intéressé à organiser les Jeux du Québec l'hiver, parce qu'on avait toutes les infrastructures, entre guillemets, là, le ski alpin, ski de fond, ces choses-là. Puis on avait les infrastructures, sauf la piscine. Fait qu'on a profité de l'occasion
pour obtenir une subvention importante. Je pense qu'on avait eu 800 000 900 000 pour la piscine. C'est la seule piscine. Il y en a une petite au cégep. Je ne sais pas si elle est encore en Non, à ma connaissance, il s'est fermé depuis quelques années et c'est la seule piscine. La seule piscine. Il y en avait une à Black Lake aussi, là. Oui, c'est vrai. Je ne sais pas si elle est encore là, mais à Thetford, c'est sûr que c'est la seule. Là. Elle est très occupée aussi. OK. Puis à l'époque où vous avez été directeur de la commission scolaire, la piscine se trouvait à être là. Oui, tout à fait. Il y a eu une entente avec la commission scolaire et la ville. C'est la ville qui a construit sur les terrains de la polyvalente. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, elle appartient à la commission scolaire, mais c'est la ville qui paye tout l'entretien, toute l'organisation pour les cours, la natation. C'est la ville qui s'occupe de la mettre en opération. C'est ça, puis avec des ententes pour que ça. Les étudiants puissent l'avoir quelques heures durant la semaine. Je dirais que c'est un beau modèle. Moi, je pense que il n'y a pas d'obstination. Les gens font chacun leur part et c'est en collaboration, puis pour le bien-être de toute la population. Même nous, les élèves du primaire, quand j'étais au primaire, on allait là. Ils vont encore poursuivre des cours, puis c'était inclus, puis on ne payait pas pour ça. Okay. C'était dans le programme. Puis maintenant, vous occupez du club de raquettes, mais avez-vous d'autres cordes à votre arc de loisirs? Personnellement, je joue au curling. Je fais beaucoup de raquettes, d'ailleurs. Avant ça, je marchais dans la rue. Je trouve que c'est plus intéressant de marcher dans le bois, à la nature, en voyant les oiseaux, que sur la rue. Et puis, je fais du ski alpin. Et puis, habituellement, je m'entraînais au cégep quelques fois par semaine, mais là, mon horaire est tellement plein. Je joue au curling 2 fois par semaine, des fois 3 fois. Je fais du ski alpin 2 jours semaine, puis je fais de la raquette, fait qu'il me manque de temps. Ça veut dire que l'éducation physique, vous lâchez pas? Bien, tant que je vais avoir ma santé, puis j'ai eu des problèmes cardiaques, puis je me dis tout le temps, c'est probablement le fait que je fais beaucoup d'activité physique qui m'a épargné ou sauvé en partie, là, parce que si je n'aurais pas fait ça, je ne suis pas sûr que mon cœur aurait résisté. L'été, je joue encore au golf, et puis je vais à la pêche. En tout cas, je fais beaucoup d'activités sportives, effectivement. Et tant que je vais avoir la santé, je vais continuer. Est-ce que vous faites encore un peu de recrutement pour amener les gens à faire de l'éducation physique? Moi, je le fais par les organisations que je m'occupe avec des partenaires. Là. Je vois au golf, par exemple, on a une activité qui s'appelle les Amis golfeurs Hyundai. Je suis responsable avec 8 autres personnes. Et ça, c'est une activité 1 fois par semaine où on a changé les règles du jeu pour permettre au maximum de joueurs d'en profiter. Par exemple, au lieu de jouer une partie régulière, on est 4 par équipe. Ce qu'on appelle les foursomes. Le foursome, puis c'est celui qui frappe la balle le plus loin qu'on prend sa balle. Alors, la personne qui manque sa balle, bien, c'est moins énervant, alors parce qu'il y en a 3 autres qui peuvent la frapper. Et ça attire beaucoup de gens. On fait des activités avec les femmes 4 fois par année, puis on a jusqu'à 100 personnes qui participent à cette activité-là. Puis en raquette, c'est la même chose. Bien, cette année, là, le fait qu'on inscrive les personnes, on leur parle, et puis les gens sont enchantés de l'activité. Ils ont dit, on est assez contents, mais on leur demande pourquoi. Ils nous disent, les pistes, ils sont bien entretenus. Il y a tellement de monde qui passe que les pistes sont toujours bien tapées. Et la deuxième chose, il dit, c'est bien balisé. On a mis beaucoup, à chaque fois qu'il y a un changement de sentier, il y a une carte des sentiers qui indique la direction, on a des couleurs. Et les gens nous disent, on n'a pas peur de se perdre. Puis la troisième chose, ils disent, c'est gratuit. Et c'est apprécié parce que dans la région, il y a beaucoup de places il y a un petit frais d'entrée. Là, puis nous autres, on n'a pas voulu en mettre. Puis l'autre aspect qu'on a vu encore cette année, on permet que les personnes apportent leur chien avec une laisse, pas libre. Et c'est pas partout qui permettent ça. Ça dérange-tu? Ça dérange pas. Quand il est en laisse, ça dérange pas. S'il n'est pas en laisse, ça dérange. Là, il court partout. Il court partout. Il court après le monde. Mais on a rencontré plusieurs cette année, puis les gens sont très respectueux. Ils ont une laisse, puis quand ils rencontrent, il n'y a pas de problème. On n'a pas eu de plainte là, à cet effet cette année. Il y a des personnes qui ont leur chien. Il y a des petits chiens, puis il y a des gros chiens. mais les gens l'apprécient. Puis ils apprécient que c'est au centre-ville. C'est facile d'accès. Bien, avec 5 entrées différentes. Absolument.
il n'y a vraiment pas de congestion, là? Non, pas du tout, parce qu'on a au-dessus de 20 km de piste. 20 km? Ah oui, puis il y en a pour tous les goûts. Là, il y en a des... C'est appelé à s'agrandir? Ou... Bon, c'est-à-dire qu'on demeure à l'intérieur du périmètre de la rue du Golfe, la 9e, puis Maunet. On est dans ce périmètre-là. On pourrait faire d'autres pistes, mais actuellement, ça répond à la clientèle qu'on a. Là. Je pourrais y aller jusqu'au chemin du Mont-Granit. On pourrait, mais ça, c'est plus sur le terrain du golf. Là, ah, OK. Là, ça se limite au terrain du golf. Bien, puis sauf sur le coin du côté de la 9e, là, la bande près de la 9e, ça appartient à Profectus. Ah, OK. Ils ont acheté ça là, dernièrement, Profectus. Mais ils vous laissent. Bien, actuellement, ils nous donnent le passage gratuit. Ça, c'est très intéressant. Bien, M. Meilleur, c'est tout le temps qu'on a. Alors, mesdames, messieurs, Yvon Meilleur, qui a été récipiendaire pour cette année de la médaille Delors-Morin. Une médaille qui est remise par le ministre des Sports et Loisirs et plein air pour le développement et l'organisation des loisirs, ce que M. Meilleur a fait durant toute sa vie, ou à peu près. Merci beaucoup. Alors, merci de votre écoute et à la semaine prochaine. Merci.